Donc bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans sa totalité évolue vers son ultime perfection, l'extase. La perfection, on construit un paradis pour nos futurs descendants et on l'ignore. Et c'est ce que j'essaie d'éclairer en réalité. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution, pardon, mais c'est le chemin sur lequel nous sommes. Voilà. Alors, je vais reprendre l'écoute des chemins de la philosophie, une émission de France Culture qui était consacrée à Platon, le génie, disons-le. C'est l'épisode 2 sur 8 qui est consacré à la République. Et je l'ai écouté cette nuit, cet épisode, et franchement, voilà, il n'y a pas photo. Platon a tout compris, c'est inouï, cette réflexion. Voilà, j'espère qu'on va prendre du plaisir à écouter donc le deuxième intervenant, le premier intervenant, Dimitri Elmur, qui en parle de façon extraordinaire. Et voilà, donc c'est la deuxième audio de l'épisode 2. Allons-y. Que la justice, au fond, c'est la voie de la santé de notre âme, et donc c'est la voie du bonheur. Et rebondissement au début du livre 2. Donc il y a un travail sur la justice. Pourquoi il vaut mieux être juste plutôt qu'injuste. Et donc Socrate, avec ses contradicteurs, Socrate pense que la voie du bonheur, c'est d'être juste, quoi qu'il arrive, tout le temps, d'utiliser la justice. Et puis ses contradicteurs disent, mais tu vois bien que sont plus heureux ceux qui abusent leurs congénères, etc., etc. Et donc tout est dans cette idée. Rebondissement orchestré par Glaucon. Oui, alors pour ceux qui ont raté l'épisode d'hier, justement, donc on a Socrate, Glaucon et Adimonte. Et alors j'ai appris quelque chose entre hier et aujourd'hui, figurez-vous. C'est que Glaucon et Adimonte sont les frères de Platon. Oui, les demi-frères, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et ça, comment dire. Alors, je vais pas spéculer là-dessus. Hein, c'est pour Platon. La quasi-totalité des personnages de Platon sont des personnages historiques. Mm-hmm. Il y a des personnages anonymes, l'étranger dans le sophisme politique, et puis l'Athénien dans les lois. Bon, voilà. Et puis il y a un personnage encore plus énigmatique, c'est Calliclès, dont on n'est pas certain qu'il soit historique. Alors c'est extrêmement intéressant puisque c'est un des plus beaux ennemis, si j'ose dire, au sens noble du terme, de Socrate. Est-ce que Platon l'a inventé? Est-ce que bon, non, on n'en sait rien. Voilà. Mais sinon, tous les personnages sont historiques. Et donc, oui, il y a aussi de la famille de Platon. Bon, et en tout cas, c'est Glaucon qui vraiment va tenir les rênes dans ce livre 2. C'est lui qui va relancer la discussion. Parce que Socrate, quand même, au début du livre 2, Socrate dit « Je croyais être déchargé de la responsabilité de la discussion, mais apparemment, il ne s'agissait que d'un prologue. » Et c'est pas anodin que Socrate n'ait pas très envie, en fait, de reprendre la discussion, Dimitri. Alors, vous mettez le doigt sur une des choses pour moi les plus mystérieuses de la République. Si je peux me permettre de généraliser la question, Socrate dit à ce moment-là, effectivement, la discussion d'avant était un prologue ou un prélude, un prooimion en grec, c'est-à-dire ce qui précède le début des affaires sérieuses, on va dire, même musicalement parlant. Hein. Il nous dit une chose importante, il nous dit, moi je pensais en rester là. Hein, et j'allais passer la parole à quelqu'un d'autre. Et puis évidemment, Glaucon et Adimonte, et notamment Glaucon, ne sont pas satisfaits. Ça, c'est le premier moment. Enfin, c'est la première itération de quelque chose que Platon utilise énormément dans la République, à savoir le fait que Socrate a une certaine idée, veut aller quelque part, et qu'il est contrarié par ses interlocuteurs pour aller ailleurs. Je vais vous donner 3 exemples. Et vous allez les revoir dans la semaine. Bon, le premier, vous le venez de donner. Le deuxième, on va en parler, c'est quand Socrate décrit une cité qui lui paraît parfaitement convenable et que Glaucon lui dit non, c'est une cité de cochons que tu nous décris, moi je veux autre chose. On va en parler plus tard. Troisième exemple, il y en a d'autres, c'est la fin du livre 4 où Socrate dit bon, voilà, j'ai défini la justice, je l'ai montré comment elle fonctionnait dans la cité et comment elle fonctionne dans l'âme en rapportant, et on en parlera aussi, la définition de la justice sociale ou politique sur
la structure de l'âme. Et puis j'allais, dit Socrate, en venir à la justice, aux différentes formes d'injustice selon les différentes formes de constitution. Ça, c'est le livre 8. Et là, on lui dit, non mais, tu vas pas en rester là, tu vas nous montrer si oui ou non cette cité dont tu nous as parlé est réalisable. Et ça fait le livre 5, 6, 7. Donc, la République est faite à la fois de ce que Platon... il y a une quête du fonctionnement idéal. Voilà. Alors, il faut bien resituer cette réflexion il y a 2500 ans. Donc, il n'y avait pas du tout, il pouvait pas entrevoir l'idée d'universel, de monde universel, d'humanité qui cherche à atteindre un fonctionnement idéal, parce que la moitié du monde n'avait pas découvert l'autre. Une grande partie du monde était inconnue. Et les guerres étaient incessantes, toutes les années il fallait partir à la guerre, etc. C'était vraiment, et d'ailleurs il parle de tout ça, et c'est pour ça que c'est admirable ce travail. Et donc il ne pouvait pas concevoir comme nous aujourd'hui on peut penser à l'universel. On a construit les structures pour fonctionner universellement, l'ONU, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme, etc. Toutes les structures, l'UNESCO, sont là. Une grande partie des structures sont là, les bases. Hein. Et donc, on voit qu'on peut fonctionner universellement. On voit qu'on est en train de faire passer au patrimoine universel tout un tas de choses. Les forêts, les rivières, bientôt l'air, etc. Tout ça passera au patrimoine universel. Donc, on a cette idée-là. Maintenant, on est relié à travers les réseaux sociaux universellement. On peut parler avec, voilà, les continents entre eux peuvent discuter, les gens sont en contact. Donc, on voit qu'on va vers cet universel, que tout va vers cette chose-là. À l'époque, c'était pas possible. Mais son intuition est grandiose. Foi de ce que Platon écrit et aussi des désirs contrecarrés de Socrate, si je veux. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? J'en tire une conclusion, je dirais presque herméneutique. Ça va qu'on lit bien la République, à mon avis, quand on réfléchit à ce qu'elle dit, et aussi à ce qu'elle évite de dire. Alors, c'est pas du tout indéterminé ce que j'essaie de dire, c'est pas. Mais si vous voulez, il y a la République rêvée et la République réelle, c'est-à-dire il y a le livre qu'on lit, et puis il y a le livre qui aurait pu être différent, qui aurait pu prendre un autre chemin. Et le lecteur attentif de Platon, et à mon avis, Platon fait ça pour ça, à mon sens, et est amené à comparer toujours ses voix et à se demander ce que ça aurait pu être. Voilà. Et donc c'est un livre, comment dire, extraordinaire pour ça, parce qu'il crée même sa propre, si vous voulez, son propre fantôme. Oui, et puis il y a aussi l'idée que la philosophie est toujours, même pour Socrate, peut-être un effort, une contrainte, qu'on n'y va pas, que ça peut peut-être venir naturellement, mais que c'est un travail et que c'est dans les situations où on est contraint de répondre à des questions qu'on peut formuler certaines réflexions, justement. Parce que le livre tout entier réfléchit à ce qu'est la philosophie. Bien sûr. Et pour Socrate, effectivement, c'est peu de le dire que de dire qu'il est un petit peu constamment, comment dire, contraint. Ouais. Mais d'ailleurs, on avait relevé ça dès le début. Vous vous souvenez quand on avait parlé du de l'ouverture. De l'ouverture, voilà, de la République. Pourquoi Platon insiste autant, comment dire, comme une sorte de badinage sur le fait que Socrate et Glaucon allaient rentrer à Athènes, et puis les autres leur disent, et Adimante et Polémarque leur disent, non mais on va vous contraindre à revenir. Et dès Oui, mais bon, il y a... Alors là, ça vaudrait le coup de vraiment réfléchir à ça. Pourquoi il est contraint? Pourquoi Platon écrit la contrainte? Parce qu'en fait, c'est pas Socrate qui est contraint, c'est Platon qui décide que on contraint Socrate à parler de cette chose-là alors qu'il voudrait s'en échapper. Donc là, ça serait intéressant à comprendre. Et dès la première page, le motif de la contrainte est imposé. C'est d'une part pour insister sur cette question fondamentale qui est le retour du philosophe roi dans la caverne, et donc la nécessité dans laquelle les philosophes sont de gouverner. Ça, vous en parlerez plus tard. Et puis, il y a aussi ça. Il y a aussi la contrainte qui est imposée à Socrate lui-même. Alors, le gouvernement par les philosophes, c'est super intéressant, mais il y a philosophes et philosophes, évidemment. Donc... c'est là où je pense qu'il y avait des philosophes qui soutenaient les valeurs, qui soutenaient Mussolini ou Hitler. Hein. Donc voilà,
chez les philosophes, il y a les universalistes et les nationalistes et les etc., etc. Voilà. Imposé à Socrate lui-même. C'est-à-dire de suivre une voie qui ne serait pas nécessairement la sienne. C'est ça. Et alors ça, on ouvre, si vous voulez, des perspectives énormes, parce qu'on se dit, est-ce que Platon, par exemple, veut nous faire comprendre quelque chose de la différence qu'il pourrait y avoir entre lui et Socrate? Ça, c'est une voie. Bon, moi, c'est pas celle que je préfère. Ou alors, au contraire, est-ce que Platon cherche à nous, Mais il oblige Socrate à justement comprendre le point de vue de l'autre, mais avancer dans son point de vue qui est vraiment majeur, qui est le bonheur est du côté de la justice. Et ça, c'est quand même important parce que 2500 ans sont posés sur ces valeurs-là. C'est Socrate qu'on a choisi et pas les sophistes. Et pas les polémaques et les à souligner à dramatiser la particularité de la voie qu'il choisit dans la République en la comparant comme ça à une autre voie possible. Moi, c'est plutôt la voie que je privilégierais. Voilà, c'est très ouvert. En tout cas, c'est moi qui vous contrains ce matin, Dimitri Elmire. On verra ce qui sortira de cette contrainte. Enfin, vous êtes consentant, n'est-ce pas, hein? Donc, Thrasymach semble l'avoir emporté, hier, fin du livre 1, puisqu'il a démontré que, il était beaucoup plus intéressant d'être injuste que d'être juste, et que l'injustice rendait beaucoup plus heureux parce qu'on obtenait ce qu'on voulait, comme on le voulait, comme on l'entendait, sans être puni. Donc, finalement, Thrasymach semble l'avoir emporté. En plus, Socrate n'a pas très envie de lui répondre. C'est toujours le plus fort qui l'emportera. Comment, au début du livre 2, la discussion peut-elle reprendre? Comment est-ce que Socrate va finalement essayer de faire en sorte de prouver qu'il y a quand même un intérêt, est-ce que c'est bien formulé les choses, vous nous direz, que d'être juste, avec en tête quand même l'idée qu'il faut sauver ce qu'est la justice, sinon il n'y a plus de justice, si Thrasymach a raison. Et justement, en fait... Alors, c'est là où c'est important. Thrasymach essaye d'expliquer qu'il est plus important d'être injuste que juste. Platon pense l'inverse. Si on regarde le monde tel qu'il est, aujourd'hui, encore, et peut-être d'autant plus depuis l'avènement du néolibéralisme, il aurait raison. Évidemment, on peut dire que l'injuste est plus heureux, finalement. Celui qui arrive à s'en sortir, là, on le voit, il y a des chefs d'État qui sont poursuivis et qui, parce qu'ils ont tout un tas de mécanismes, ils parviennent à passer entre les mailles du filet, à avoir, malgré qu'ils aient fait des malversations beaucoup plus importantes que de nombreuses personnes qui sont en prison, ils passent au travers des mailles du filet, etc. On voit, on constate cette chose-là. Bien entendu que on pourrait croire qu'ils sont plus heureux. Ils sont pas plus heureux, ils ont plus de plaisir. Le plaisir, c'est autre chose. Le bonheur, c'est autre chose. Le bonheur, c'est dans la justice. Mais surtout, l'avenir, il faut que ce monde soit injuste c'est un des moteurs, l'injustice est un des moteurs de la création de l'ultime justice. Lorsque l'humanité aura atteint son ultime perfection, elle sera dans la justice absolue. C'est-à-dire que chaque être humain se comportera de façon totalement juste avec ses congénères. Il n'y aura plus du tout dans l'esprit la possibilité d'abuser ses congénères. Ça aura disparu de l'humanité, de la totalité de l'humanité. Donc, mais pour ça, l'injustice fait partie des moteurs, puisque il y a l'injustice, par exemple, ces chefs d'État dont je parle, qui ont des casseroles en pagaille, et des ministres, etc., qui passent au travers. Mais ils servent l'humanité parce qu'il y a une révolte terrible qui est en face et qui cherche et qui dit on veut que de la justice, on veut plus de justice, etc., etc. Et donc il y a une pression pour faire évoluer ces choses-là. Et il y a peut-être 50 ans en arrière, ils se seraient jamais retrouvés avec un bracelet au pied.
parce que c'était pas possible. Donc il y a des montées progressives. Ça peut pas aller trop vite non plus. On peut pas changer les choses de manière brutale, mais on sent que ça évolue. Et en fait, c'est leurs avocats, etc., qui sont des cadors, qui sont des personnes qui arrivent à trouver toutes les failles du système. Ils travaillent à fond pour le système, parce qu'en réalité, en trouvant des failles, ils obligent la justice à les mettre des règles, des lois qui vont venir derrière. On voit que par là, on peut encore abuser la société, eh bien, on va mettre un interdit. Là, il y a une loi, etc., etc. Donc, ils font évoluer la loi en trouvant les failles. Et à chaque fois, ça fait évoluer le système. Donc, on voit bien qu'on est dans cette évolution vers la et justement, perfection. en fait, il va déplacer la question de l'intérêt. Au fond, à la fin du livre 1, bon, Socrate pense avoir réfuté Thrasymachus, et c'est vrai que Thrasymachus n'est pas très convaincu, et en fait, Glaucon et Adimante ne sont pas convaincus. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi ils sont pas convaincus. Et c'est ça qui relance, au fond, la discussion. Le début, ça commence par une contribution philosophique fondamentale de Glaucon, qui propose une tripartition des biens. Et il dit, c'est une distinction très simple, il y a des biens qu'on choisit pour eux-mêmes, je sais pas, la joie, les choses joyeuses. Il y a des biens qu'on choisit pour eux-mêmes et pour leurs conséquences, la santé. Et il y a des biens, pardon, qu'on On peut choisir des joints, voilà. c'est pas très bon pour la santé, mais... Il y a des biens qu'on choisit pour leurs conséquences uniquement. Par exemple, quand on s'astreint à faire des choses pénibles, aller chez le dentiste. Bon, pardon pour ces exemples très triviaux, mais voilà, ça fait comprendre les choses. Et au fond, à quoi elle sert cette grille? Elle sert à reformuler vraiment le défi qu'avait lancé Thrasymachus et à en faire un véritable défi philosophique. C'est-à-dire que Socrate répond très bien, mais moi je pense que la justice, ça rentre dans la deuxième catégorie, le bien qu'on choisit pour lui-même et pour ses conséquences. Bah oui, il vient de montrer dans le livre 1 qu'on le choisissait pour ses conséquences, pour le fait d'être heureux. Hein, être juste, choisir la vie de justice, c'est choisir la vie la plus heureuse pour mon âme, etc. Glaucon lui dit, non mais personne pense ça. Personne pense ça. Tout le monde dit qu'on choisit la justice pour ses conséquences. C'est comme aller chez le médecin ou aller chez le dentiste, ça fait mal. Alors, oui, encore. Sauf que l'évolution humaine nous amène progressivement, on est encore très proche d'il y a 2500 ans, de l'époque c'est l'époque contemporaine, Platon, on peut dire, par rapport à il y a 15 000 ans en arrière ou il y a 30 000 ans en arrière. Donc, on n'est pas très loin, les choses n'ont pas beaucoup changé dans cette période. La grande période d'accélération, elle date d'une centaine d'années, 150 ans, à partir du moment où Freud a amené, voilà, les psychologues ont commencé à rentrer dans le cœur de l'âme humaine et de pouvoir considérer l'autre, de pouvoir voir que autrui est quelqu'un. Ça avait commencé avant, bien sûr. Les premiers anti-esclavagistes qui ont décrété que les esclaves avaient une âme comme tout le monde et qu'ils étaient des hommes à égalité, etc., etc. Ils étaient là, bien sûr, ils n'ont pas été entendus. C'est pareil maintenant, mais progressivement, on avance vers ce cœur, vers la conscience profonde d'autrui. Et donc, ça... Mal. Mais en fait, on le fait parce que bon, les conséquences éventuellement seront meilleures. Et c'est là où Glaucon va complètement renverser les choses. Ce qui veut dire qu'on ne va pas faire les choses parce que on a peur des conséquences. On fait de plus en plus les choses parce que on tient compte d'autrui, parce qu'on ne veut pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on fasse à nous-mêmes. Ça, c'est quand même vraiment fondamental. Et et ça, même la justice nous oblige à faire ça. La justice oblige à prendre conscience, quand quelqu'un passe au tribunal, il est contraint de prendre conscience des torts qu'il a fait et de ce qu'il a, de la souffrance qu'il a engendrée. Et ça, c'est tout nouveau. C'est pas quelque chose, c'est assez récent dans l'humanité. Et plus on va aller vers cette
Et il faut du temps pour changer des mentalités, etc. Évidemment, il faut que ça évolue, mais on le voit au niveau des réseaux sociaux, il y a un travail inouï sur la conscience de l'autre. Quand quelqu'un vient et qui met un petit coup de narcissisme en disant on s'en fout, etc., de telle personne, mais tout le monde lui saute dessus et lui dit et lui rappelle que l'autre, c'est un être humain incarné qui souffre, etc. On le voit avec ce qui se passe avec la guerre en Palestine. Le monde entier dit ça suffit de plus dit à l'Occident, ça suffit de plus regarder une partie de l'humanité comme s'ils n'avaient pas d'âme, comme s'ils n'avaient pas de souffrance, comme si leurs sentiments, leur vie était moins importante que la vie d'un occidental. Et ça, c'est nouveau, et là, ça tape à chaque fois, et donc on peut remercier en fait les excès. On comprendra avec la distance que ces excès sont là aussi pour obliger l'humanité à regarder l'autre. On le regardait pas, l'autre. Et là, on est obligé de regarder l'autre et de voir qu'il est notre égal, etc., etc. Les philosophes ont toujours, globalement, les philosophes ont toujours éclairé ça, ont toujours éclairé les injustices, ont toujours dit c'est pas possible, on peut pas vivre avec ces choses-là. Mais maintenant, c'est l'ensemble humain qui a cette mentalité universelle. Complètement renverser les choses, c'est-à-dire qu'à partir de cette grille, il va d'abord dire à Socrate, d'abord il va falloir que tu nous démontres qu'on l'a choisi pour elle-même et pour ses conséquences, et moi je vais te montrer ce que pensent les gens. Et que pensent les gens? C'est que au fond, le pire, c'est de subir l'injustice. Le mieux, c'est de la commettre et de ne subir aucune des conséquences. De pas se faire prendre. Du fait de commettre des actes injustes. Et puis au fond, la majorité. Mais voilà, ça n'est pas. La majorité des gens trouvent une voie médiane qui est que on décide collectivement que on va pas se faire du mal et donc on pose par contrat ou convention la réalité d'une justice qui consistera à ne pas nous nuire à nous-mêmes. Donc la loi est un compromis. Voilà, et la justice au fond, la naissance même, l'idée même du contrat, si vous voulez, que Glaucon exprime au début du livre 2 de la République, c'est ça qui explique que la justice soit évidemment pour tout le monde un bien que on ne veut que pour ses conséquences, c'est pour ne pas souffrir au fond qu'on est juste, mais au fond de soi, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vivre comme on l'entend et pouvoir commettre des actes injustes si on pense qu'ils vont nous rapporter plus. Voilà, sauf que, et c'est là où il faut rentrer dans le cœur de l'humanité, dans le cœur humain, on sait qu'on sort pas indemne d'un acte injuste. Alors peut-être il y a 0,001% de la population qui a une pathologie de psychopathologie intense et qui fait que ils ne ressentent absolument pas aucun remords, aucune souffrance d'avoir engendré de la souffrance. Mais c'est simplement parce que ils n'arrivent pas à la toucher. C'est une pathologie, c'est un problème. D'ailleurs, ça doit être soigné comme ça, je pense d'ailleurs. On le révèle de plus en plus au tribunal quand on tombe sur des gens qui ont maltraité leurs semblables sans sourciller. Voilà, les psychologues sont là pour expliquer ce qui se passe derrière cette chose-là. Sauf que c'est pas encore bien creusé, mais ces pathologies seront détectées dès l'enfance. On verra très tôt ce genre de choses et on parviendra à rééquilibrer. C'est pas pour rien qu'on commence à faire des cours d'empathie. Donc, dans les cours d'empathie, on détectera les gosses qui sont pas, que leur souffrance, leur propre souffrance, leur éducation, ou je sais pas exactement ce qui va conduire à ce manque d'empathie, mais les conduit à être potentiellement
dans ce cas de figure. Mais globalement, la majorité humaine, quand elle a commis un acte, une injustice, ben ça la torture. Et il y a un film magnifique de Woody Allen où c'est quelqu'un qui fait commettre un crime, il me semble que c'est ça, et le gars, il est complètement, il en peut plus, il a un remords qui est inouï, qui le travaille constamment. Voilà, donc cette culpabilisation, elle est fondamentale. Et c'est pour ça que les chefs d'État, encore, malheureusement, je suis en colère contre, qui ont dit il faut être décomplexé, il faut décomplexer les choses. Décomplexer, ça veut dire ne plus avoir de remords, ne plus, voilà, il faudrait que la société aille vers ces psychopathologies. Non, il faut être complexé, il faut justement, au contraire, c'est un fondement de l'humanité d'avoir le complexe de ne pas abuser autrui, de se sentir gêné, d'empiéter sur la vie d'autrui, de le maltraiter ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est fondamental. Il y a des milliers d'années d'évolution qui soutiennent ce genre d'état d'esprit. Donc, et là, c'est là où les philosophes n'ont pas écouté, n'ont pas entendu. Quand un chef d'État dit il faut décomplexer les choses, il faut être décomplexé, on aurait dû sauter là-dessus. Moi, ça m'a tout de suite choqué. J'ai écrit des choses à l'époque sur ça parce que j'ai compris à quel point c'était anti-humain. Ça allait contre l'évolution de l'humanité, contre la logique et les valeurs de l'humanité. Mais alors pourquoi Socrate veut-il à tout prix sauver l'idée d'une justice bonne en elle-même, désirée pour elle-même? Parce que finalement, on pourrait tout à fait s'accorder sur le fait que la justice existe en collectivité parce que tout le monde vit mieux quand il y a des lois qui viennent punir les effractions qui nuisent à autrui. Oui, mais sauf que ça, c'est pas une défense de la justice. Ça, et pourquoi faudrait-il la défendre? Au-delà de ça. Parce que la justice est une vertu. Et que si on est sérieux sur ce qu'on entend par le terme arete, vertu en grec, alors nécessairement, c'est quelque chose que je dois choisir pour lui-même, parce que c'est un bien, parce que mon bonheur ne peut pas passer sans lui. Mais j'aurais envie de renverser votre question. C'est là où votre question est juste, mais il faudrait la poser à un autre niveau, c'est-à-dire se dire, mais c'est la décision de Platon. Pour la première fois dans l'histoire de la pensée, pardon pour l'aspect très dramatique, de nous dire, c'est ça, c'est à cette hauteur-là qu'il faut poser la question de la justice. Et justement, plein de gens pensent que c'est une question d'arrangement. Oui, on est juste parce que de toute façon, donc il faut monter un palier. Injuste, et on n'a pas envie de souffrir. Le premier palier, c'est la justice, c'est juste parce que ça nous arrange et qu'il faut être juste pour être tranquille. Et le second palier, c'est justement parce que c'est la justice, c'est divin, c'est quelque chose qui passe au niveau du divin. Et on n'a pas envie de souffrir de l'injustice des autres, donc très bien, c'est cette sorte de demi-mesure. Mais c'est pas à cette hauteur-là que Platon veut poser la question. C'est la philosophie, alors, c'est ça? Ben oui, c'est-à-dire que lui, il veut simplement nous donner un ensemble d'arguments qui nous persuadent, nous convainquent que la justice est toujours à choisir. C'est pour ça que la tâche est aussi difficile, parce qu'il touche à quelque chose qui résiste en nous. Ça résiste en nous. Et c'est pour ça que le livre 2 est absolument fondamental. C'est vraiment le livre 2, si vous voulez, le livre 2 dans la division en 10 livres, ou la fin du livre 1 dans la division en 6 livres, confère notre discussion d'hier. C'est vraiment le livre 2 qui pose le problème de la justice et la question du choix de la vie juste au niveau qu'il requiert. Ouais. Et ça, c'est Glaucon et Indimante qui parviennent à pousser Socrate à faire ça. Lui, il pense qu'il a déjà démontré ce qu'il fallait. Mais en fait, non. Et il a raison. Et Glaucon et Indimante ont raison. On a besoin, et votre question le prouve exactement, on a besoin d'une défense philosophique intrinsèque de ce que c'est. Voilà, on a besoin que tu creuses, Socrate, que tu nous expliques pourquoi la justice est liée au divin. Pourquoi la justice est liée à l'évolution de l'humanité? Pourquoi c'est ce dont il disait?
de ce que c'est que la justice, pour montrer que la justice est une valeur qui doit être choisie pour elle-même. Est-ce que ça veut dire que c'est la justice qui naît comme concept à ce moment-là? En tout cas, c'est la naissance. Alors, c'est comme une œuvre d'art. Disons que Platon d'abord liquide, on va dire, la vieille dikè homérique. Alors, justice peut se dire de deux manières en grec. Dikè, ou un terme plus moderne, c'est-à-dire plus proche de l'époque de Platon, qui est dikaiosune. Et c'est de la dikaiosune. Et c'est pourquoi? Alors. Et c'est de la dikaiosune que parle la République, de la justice entendue comme vertu. Donc déjà, il y a quelque chose de... Voilà, alors c'est là où on est passé, le spirituel et le philosophe se retrouvent dans ces années moins 400 avant Jésus-Christ, à l'époque de Platon, de Socrate, etc. Il va contester la façon dont justement les mythes, l'Odyssée, l'Iliade, etc., Homère, montraient la logique de l'évolution, de la vie, quoi. C'est quelque chose qui donne la part belle aux héros, même malins, pervers, qui abusent, qui maltraite, qui viole, qui fait, voilà, qui a tous les défauts des hommes. Et donc, de l'autre côté, il y a le spirituel qui est en train de naître. D'un côté, il y a le bouddhisme, Bouddha arrive à cette époque-là. Il y a le judaïsme, il y a le christianisme qui est en gestation, qui va arriver. Et tout ça, c'est faire monter les choses au niveau de la vertu, monter la morale, monter la justice au niveau d'une vertu, au niveau d'une œuvre d'art, au niveau de quelque chose de divin qui inverse les lois de la nature. Parce que dans les lois de la nature, d'où nous venons, il n'y a pas cette justice. Chez les primates, notre origine, chez les primates naturels, eh bien, le dominant qui prend l'objet que convoite le dominé, ben, il le prend, et puis le dominé ne peut rien faire. S'il se révolte, il prend un coup de dent. Donc, c'est contre, ça inverse ces lois de la nature. Ces lois de la nature sont bien faites pour la nature, c'est ce qui organise la nature telle qu'elle est. Mais l'humanité passe au-delà de tout ça et inverse ça pour rentrer sur les lois divines. Et les lois divines inversent les lois de la nature. Donc la justice, c'est quelque chose qui doit se faire de façon divine, c'est-à-dire en voyant l'autre, en pensant que l'autre est divin, que l'autre, on ne doit pas le toucher, on ne doit pas le maltraiter, on ne doit pas l'abuser, on doit le chérir, l'aimer comme soi-même. Voilà. Et là, on voit après l'apport du christianisme, l'apport inouï du christianisme à l'évolution de l'humanité. Déjà, il y a quelque chose de l'ordre du remplacement que Platon opère, c'est-à-dire on va passer de la dikè à la dikaiosune, à cette vertu intérieure. Okay. Oui, il va en faire un concept philosophique, et je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il va travailler toutes ses exigences, toutes ses dimensions. Et on va le voir aussi dans le livre 2, il va travailler sa dimension individuelle et sa dimension politique. Puisque pour lui, les deux sont indistinguables. Enfin, pardon, distinguables, mais indissociables. On va laisser la parole à Glaucon, qui va énoncer une sorte d'expérience de pensée, ce qu'on pourrait appeler un mythe, une histoire en tout cas, l'histoire d'un homme qui va trouver un anneau, et quand cet anneau sera disposé sur son annulaire, sur l'un de ses doigts, et qu'il le tournera dans une certaine direction, eh bien il pourra devenir invisible. Et qu'est-ce que ça change à son existence que de pouvoir devenir invisible? Eh bien c'est toute la conception de la justice qui va en découler. Écoutez. Eh bien, non seulement ça, mais en même temps, le fait d'être invisible et au contact des autres, on peut mesurer justement la dichotomie entre ce que pense l'autre, aller vers le cœur des choses, vers ce dont parlait Jean Kelevitch, l'homme sera toujours on met à jour la perversion, en somme, de l'humanité, qu'elle devra dépasser. Écoutez. On dit que l'ancêtre de Gygès le Lydien était berger
au gage de celui qui alors dirigeait la Lydie, et qu'après qu'une forte pluie se fût abattue, causant un glissement de terrain, un endroit de la terre se déchira et que s'ouvrit une béance dans le lieu où il faisait paître. La voyant, il s'émerveilla et y descendit, et il y aurait vu, parmi d'autres merveilles que rapporte l'histoire, un cheval de bronze évidé, percé d'ouvertures. S'y penchant, il aurait vu que s'y trouvait un cadavre, apparemment plus grand que n'aurait été un homme, et qui ne portait rien, si ce n'est à la main une bague en or. Il s'en serait emparé et serait ressorti. Or, comme avait lieu le rassemblement habituel des bergers, destiné à rapporter chaque mois au roi l'état des troupeaux, lui aussi y serait venu, portant la bague en question. S'étant assis avec les autres, il aurait tourné par hasard le chaton de la bague vers lui-même, vers l'intérieur de sa main, et dès lors serait devenu invisible pour ceux qui siégeaient à côté de lui et qui dialoguaient à son sujet comme s'il avait été parti. Il s'en serait émerveillé et, manipulant la bague en sens inverse, aurait tourné le chaton vers l'extérieur et, une fois le chaton tourné, il serait redevenu visible. Qu'est-ce que c'est bien écrit? Ayant compris cela, il aurait mis la bague à l'épreuve pour voir si elle avait réellement ce pouvoir. Et la même chose lui serait arrivée. En tournant le chaton vers l'intérieur, il devenait invisible, vers l'extérieur, visible. Dès qu'il s'en serait aperçu, il aurait fait en sorte d'être parmi les messagers qui allaient auprès du roi, et une fois là-bas, ayant commis l'adultère avec la femme du roi, aurait comploté avec elle pour tuer le roi et ainsi s'emparer du pouvoir. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et on parle de la République de Platon cette semaine ainsi que la semaine suivante. Nous en sommes au 2e épisode, livre 2 donc, autour de la question de la justice avec cette fable, ce mythe. Alors je ne sais pas comment vous voulez en parler, Dimitri Elmur, mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'occasion pour nous de préciser ou de dire tout simplement que dans la République de Platon, il y a aussi de nombreuses histoires, de nombreux mythes qui ont figure d'argument au fond. C'est assez intéressant puisqu'on disait que le moment où Socrate allait proposer ce que serait peut-être un concept de la justice pour la première fois dans l'histoire de la philosophie, ben ça montre que la philosophie naissante n'exclut pas le mythe, le récit, quand bien même dans la République, voilà, la place des poètes a quelque chose d'assez dangereux pour Socrate lui-même. Mais voilà, il faut prendre cette fable au sérieux et en mesurer les conséquences, puisque c'est exactement ce que va faire Socrate. Hein. Oui, mais d'ailleurs, la manière dont vous formulez la question amène quand même à tout de suite nuancer la critique que Platon fait des poètes. Enfin, il fait une critique très très radicale, vous en parlerez demain, et une censure très 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 forte des poètes. Mais évidemment, comme beaucoup d'ailleurs de défenseurs d'Homère dans l'Antiquité lui ont reproché, ça il a perdu beaucoup de crédit chez certains auteurs de l'Antiquité, Platon, pour avoir osé critiquer Homère aussi violemment. Alors que la critique était fondamentale d'Homère, justement. Elle est fondamentale. Et c'est marrant parce que sans connaître, j'avais jamais lu la République, mais j'ai vu à quel point, et j'ai écrit là-dessus, j'ai vu à quel point les mythes grecs, donc Homère, l'Odyssée, l'Iliade, etc., étaient à l'opposé des propositions spirituelles qui sont arrivées après. Et pourquoi c'est supérieur au niveau humanité, les propositions. Voilà, le héros, les dieux grecs, les dieux polythéistes grecs sont à l'image des hommes, et le dieu du judaïsme, du christianisme, de l'islam, c'est un dieu qui est idéal, qui est posé à l'horizon et qui attire l'humanité vers la perfection. Les dieux grecs, ils correspondent aux héros vulgaires vivants, quoi, aux hommes, aux guerriers, voilà, à ces êtres humains. Donc ils ont
ils ont peut-être des attributs un peu différents, mais en gros, ils se comportent comme les hommes, tandis que le dieu du monothéisme va être complètement autre chose que ça. Et ça, c'est l'évolution de la vision du divin, parce qu'en fait, c'est ça, la vision de l'idéal qui va progresser. Ils ont tous relevé, les homérolâtres, que, mais enfin bon, il n'arrête pas de faire des mythes, d'écrire comme les poètes. Lui-même est un écrivain de talent, de génie, etc. Oui, sauf que le héros platonicien, le héros platonien, n'a rien à voir avec le héros d'Homère. C'est autre chose. C'est un autre niveau. Génie, etc. Comment il peut se permettre de, voilà. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas la philosophie qui serait du côté de la raison et de l'autre, la poésie qui serait du côté, je sais pas, de l'imagination. Bien sûr. Et puis, comme toujours, ce qui est intéressant chez Platon et dans son usage des mythes, c'est que le mythe pousse à l'interprétation. Alors là, pour la fable ou mythe, peu importe, de Gigès, c'est particulièrement significatif. Ça correspond exactement, en fait, à la discussion qu'on avait avant. On se demandait, au fond, on se disait, voilà, Glaucon relance vraiment la question de la défense de la justice au niveau qu'elle requiert, en disant à Socrate, il faut que tu nous montres que la justice est un bien qu'on choisit pour lui-même et pour ses conséquences, puisque c'est ça que tu soutiens. Alors qu'en fait, la plupart des gens pensent qu'on le choisit pour ses conséquences. Ok. Et il illustre ça par cette théorie du contrat dont on a parlé, et il illustre aussi la chose par cette fable. Et cette fable, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle nous dit que, je donne tout de suite la morale de l'histoire, si j'ose dire. Si on est invisible, alors, et si donc on a tous les pouvoirs, puisque ça revient à ça, le fait d'être invisible, on ne choisira pas la justice. On choisira l'injustice, exactement comme le fait Gigès dans l'histoire. Ce qui est... Donc ça, c'est encore l'homme antique, l'homme ancien qui ne voit pas dans la justice la vertu qu'elle a, qui ne voit pas le mystique de la justice, qui n'en voit que la contrainte. Et donc à ce moment-là, oui, effectivement, il devient invisible. Il a un rapport avec la femme du roi et avec elle, il complote pour prendre la place du roi. Parce qu'il a un nouveau pouvoir, quoi. C'est le monde vulgaire, le monde ordinaire. Qui est encore plus intéressant, et là ça revient à votre question sur les mythes, c'est que Platon n'invente pas ce mythe. Il n'invente pas ce mythe, il est chez Hérodote. Mais il n'est pas du tout formulé comme ça. Chez Hérodote, donc c'est le livre 1 d'Hérodote, section 8, et on a exactement cette histoire-là. C'est une histoire beaucoup plus, je dirais, banale. Candole, si je la raconte en 2 phrases, Candole dit à une femme magnifique, et il veut, et il le dit à tout le monde que sa femme est la plus belle, etc. Mais il trouve quand même que son garde Gigès n'a pas l'air d'être très convaincu. Et il décide donc de lui montrer l'eidos, c'est assez intéressant, l'apparence de sa femme. Et il lui dit très bien, voilà ce que tu vas faire, tu vas venir te cacher au moment où elle enlève ses habits avant de se coucher. Tu vas te cacher derrière le rideau et tu vas regarder et tu verras effectivement que j'ai la femme la plus belle du monde. Et Gigès ne veut pas et Candole le force. Hein, c'est quand même son garde. Voilà. Gigès vient, il regarde et puis il quitte la scène mais la femme l'a vu. Et la femme convoque Gigès le lendemain et lui dit voilà l'alternative. Soit tu meurs, soit tu m'aides à tuer Candole. Évidemment, il résiste, puis finalement, il finit par tuer le roi et prendre sa place. Vous voyez la différence par rapport à l'histoire de Platon ? La différence, c'est qu'il n'y a pas d'anneau dans l'histoire d'Hérodote, il n'y a pas d'invisibilité dans l'histoire d'Hérodote. Donc Platon construit une histoire à partir de ce fil hérodotéen, et il la construit complètement différemment. Oui, et il invente un sens de la mise en scène. Ah bah, un sens de la mise en scène. D'ailleurs, oui, par puis parenthèse, surtout, l'histoire qu'il y a... Elle devient justement, elle critique
la vision de la justice traditionnelle, et pour pouvoir hisser la justice au niveau de la vertu. Comment dire, qui a une postérité, c'est bien celle de Platon. Hein. Je veux dire, le Seigneur des Anneaux, ça vient de là. Exactement. Hein, voilà, donc voilà, c'est quand même l'homme invisible, tout ça, ça vient quand même de là. Mais ça, bon, je vais faire de la parenthèse, mais toujours est-il qu'on voit, alors, quand on compare les deux récits, ce qui est fascinant, c'est qu'on voit ce que Platon y a mis. Et donc, il a, avec cette histoire d'anneaux, insisté sur l'invisibilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la justice est-elle, oui ou non, fonction du regard d'autrui? Est-ce que si je me débarrasse du regard d'autrui, je peux, au fond, je vais choisir la justice? Est-ce que je vais pas toujours choisir l'injustice? Et ce qui est encore, moi, ce qui me fascine toujours en réécoutant le texte, là, je me disais que ce qui est encore plus fascinant, c'est que la bague est trouvée sur un cadavre. Dans l'histoire de Platon, il n'y a pas de cadavre dans l'histoire d'Hérodote. Hein. Donc on trouve une bague sur un. Donc il y a un pillage au fond. Voilà, donc ça part déjà du négatif, ça part de quelque chose que voilà, c'est ce que les pilleurs de guerre, on est devant quelque chose qui est, je pense que ça se passait comme ça de toute manière à l'époque dans les guerres quand les Grecs se battaient entre eux, entre Sparte et Athènes, ou entre les Athéniens et les Grecs et les Perses, etc. Il devait y avoir tout ce mécanisme de pillage qui était tout à fait... Une bague sur un cadavre. Pourquoi un cadavre? Et au fond, je me dis que cette présence du cadavre, elle dit déjà quelque chose de ce que va devenir Gygès. Gygès, il trouve la bague, il devient invisible, il se rend compte que personne ne le voit, et à la fin, c'est en une ligne, il tue le roi, il épouse sa femme et il devient roi. Voilà, donc Hérodote est liquidé en 3 mots. Mais il la trouve sur un cadavre. Et je pense qu'au fond, le cadavre, qu'est-ce que c'est? C'est non seulement évidemment le mort, mais aussi celui qui est invisible à lui-même. Et peut-être que la question, elle est là. Est-ce que au fond, ce que veut nous montrer vraiment Platon, c'est que si on vit la justice que selon le regard d'autrui, on est aussi invisible à nous-mêmes. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que... Et puis, c'est une malversation, quoi. Il utilise l'invisibilité pour abuser, pour pouvoir être injuste sans se faire prendre. Donc il est dans le plus bas des choses, et ce qu'il fait, c'est que voilà, il tue un roi pour rien, juste pour prendre sa place. C'est pas Rappelez que ces questions-là sont posées 500 ans avant le début du christianisme, donc avant le début peut-être de l'examen de conscience selon le critère du bien et du mal, un certain sentiment de culpabilité. Est-ce qu'au fond là, c'est pas ça qui est en jeu, savoir que pourquoi faudrait-il être juste pour être en paix avec soi-même? Alors ça, on l'entend dans l'Antiquité, la notion d'être en paix avec soi-même, mais la notion de culpabilité, la notion de bonne conscience, est-ce que c'est des choses qui existent à l'époque? Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que ce qui existe vraiment, c'est l'idée que c'est là où la République se fixe un agenda extraordinaire. C'est que la question, c'est que c'est pour notre bien. C'est ça. On choisit. C'est dans mon. Vous parlez d'intérêt. Pour l'humanité. Un mot qui me dérange pas du tout. C'est dans mon intérêt. C'est là où il est inouï, parce qu'en fait, c'est pour l'humanité qu'il travaille. C'est pas pour un individu particulier, c'est pour les individus qui composent l'humanité. Donc, la justice, c'est bien pour l'humanité, mais la justice, la vraie, la justice qui n'a pas besoin du regard de l'autre, de son propre regard, c'est qu'il doit se comporter de façon juste, qu'il ne doit pas prendre la bague sur quelqu'un qui est mort puisqu'elle est là, qu'il ne doit pas, etc., qu'il doit se comporter de façon le plus juste. Et c'est ce vers quoi va l'humanité. L'humanité va vers cet état de perfection. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et puis, on va démontrer Socrate que je choisirais toujours la justice, même si j'ai la réputation d'être injuste. Alors, voilà, on va arrêter là. Merci de votre écoute. N'oubliez pas, voilà, mettre des pouces, vous abonner, éventuellement établir des liens, envoyer le lien à vos amis si vous pensez que ça peut les intéresser, ces vidéos. Écrire des commentaires, ça augmente un peu la visibilité, puis ça me permet aussi de corriger certaines choses, de voir un peu.
Voilà, puis ça fait du bien. Et puis d'aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà. Et vous pouvez participer si vous avez envie à cette théorie. Merci, au revoir.